Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue donc à Sciences Po Reims. Nous sommes très heureux de ce partenariat que nous avons avec Sciences Po Reims pour ces trois rendez-vous Pensez les autres de la saison 2022-2023. Donc nous accueillons ce soir dans le cadre du festival Far Away ce plateau magnifique d'invités, donc avec Gaëlle Massicobiti, ici présente, de l'Institut français. Vous avez plein d'informations dans les petites feuilles de salle qui vous ont été données, qui va modérer donc cet échange. Odile Sankara, metteuse en scène, comme vous voulez, je ne sais pas, metteuse. Et Salia Sanou, chorégraphe. Voilà, je vais les laisser commencer. Merci. En tout cas, on est très heureux d'être parmi vous ce soir, d'avoir un public autant de jeunes. On espère inscrire profondément le Burkina Faso, en tout cas dans vos âmes à l'occasion de cette discussion. Donc, comme Claire l'a évoqué, j'ai la chance ce soir d'être entourée de deux artistes, mais aussi de deux grands acteurs culturels qui font un travail énorme au Burkina Faso, donc Odile Sankara et Salia. Je voulais simplement, effectivement, en préambule, repréciser un peu le contexte. On va parler de solidarité internationale, on va parler évidemment d'engagement. Quand on a un acteur culturel en Afrique, évidemment, ça fait partie un peu de l'ADN, cette question d'engagement. Ils viennent l'un et l'autre d'un territoire particulier. Donc, comme je disais, le Burkina Faso qui traverse malheureusement depuis 2015 une crise commune un peu au pays du Sahel avec beaucoup d'attentats terroristes et beaucoup de déplacements de population. Sur une population de 20 millions d'habitants, on a 2 millions de déplacés. Donc, il y a beaucoup de vies qui sont perturbées. Et en même temps, c'est un des territoires d'Afrique de l'Ouest qui a un nombre d'acteurs culturels assez remarquable, avec des actions panafricaines. Dans quelques jours, commencera à la fin du mois de février le FESPACO. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le grand festival de cinéma du continent africain. Nous avons aussi en ce moment le FIDO, le Festival international de la danse aussi, porté par Irène Tassembedo. Il y a également les REMA, le festival aussi des musiques portées par un artiste aussi, Alif Naba. Et puis évidemment les Nuits du Conte de KPG. Si j'oublie de citer KPG, il va m'en vouloir. Un grand conteur aussi qui travaille beaucoup sur la transmission des contes ancestraux du Burkina et notamment de la Forge. C'est pour vous dire aussi qu'il y a un maillage, que ce soit à Ouaga ou à Bobo, la capitale, et Bobo, la deuxième ville. Il y a un maillage d'acteurs assez incroyable que vous connaissez évidemment parce qu'il y en a beaucoup qui font les allers-retours comme Salia entre la France et le Burkina. Et en même temps, ce soir, c'est l'idée de partager avec vous leur expérience en tant qu'artistes, en tant qu'acteurs culturels, en tant que femmes et hommes de la culture, dans un contexte qui est vraiment particulier. C'est pour ça que c'est important de placer le contexte du territoire, parce que, vous êtes une génération où malheureusement on traverse des moments un peu délicats, que ce soit la pandémie, la guerre. Moi, je travaille à l'Institut français où ces enjeux géopolitiques, quand on travaille dans la culture, ça fait partie quand même de notre ADN et de notre manière d'appréhender aussi les territoires. Donc on est dans des contextes déjà extrêmement fragiles et ça les oblige assez naturellement, évidemment, à travailler vraiment sur cette action d'être un artiste. Et vous avez en plus la chance, à l'occasion de ce festival, de faire une plongée importante avec des acteurs du Burkina Faso. Et l'idée, c'est de partager leur expérience et aussi leur engagement, et en même temps que vous puissiez être aussi un peu des témoins et des acteurs de cette solidarité, puisque Bruno me disait que nous avons aussi des artistes, des futurs circassiens en devenir avec les étudiants du CNAC, qui viennent parfois d'ailleurs de l'étranger, puisque c'est une école qui forme aussi beaucoup d'artistes étrangers. Et en même temps, moi qui travaille sur le spectacle vivant à l'Institut français, je sais combien les circassiens sont énormément demandés à l'étranger, et en même temps on est un artiste et en même temps on porte aussi des enjeux particuliers.
Donc je vais commencer par toi, chère Odile, donc effectivement metteuse en scène, actrice, mais aussi depuis 2 ans maintenant, présidente des Récréatrales, donc une grande plateforme de théâtre panafricain à Ouagadougou qui se tient tous les 2 ans. Et justement, si tu pouvais revenir un petit peu sur ton parcours pour que le public aussi puisse situer ton action et ton histoire. Bonsoir à tous et voilà, c'est toujours un honneur d'être devant le public, surtout de jeunes. Et comme j'aime le dire, moi j'aime beaucoup la jeunesse. J'aime beaucoup la jeunesse parce que c'est l'avenir tout simplement. Nous on est en phase de passer déjà de l'autre côté. C'est-à-dire de transmettre et de laisser la place. Donc, c'est aux jeunes de prendre la relève, mais il faut transmettre. Il faut les remplir, il faut les nourrir, voilà, pour qu'ils puissent faire des choix conséquents dans leur vie. Bref, c'est une parenthèse. Et donc, je suis Odile Sankara, donc je suis comédienne, metteur en scène. Je suis d'abord comédienne pendant de longues années, une trentaine d'années aujourd'hui. Au début, sans savoir vraiment pourquoi je faisais du théâtre, simplement parce que je fais des études en lettres modernes et avec une option art du spectacle. Et c'est là que je rencontrais les grands auteurs, dans tous les domaines des arts, de façon théorique. Et puis, en année de maîtrise, on faisait un peu de pratique avec quelques grands hommes, les 2 grands hommes de théâtre au Burkina, et qui étaient mes professeurs en même temps. Donc, on faisait la pratique. Jean-Pierre Guingané, et puis Prosper Comporé, qui est maintenant à la retraite et ils ont tous de grands lieux. L'ATB, l'atelier théâtre burkinabé, qui s'est intéressé au théâtre d'intervention sociale, donc le théâtre à la manière d'Auguste Boal, le théâtre forum. Et voilà, à niveau universitaire, mais il a fait tout le tour du pays, tous les hameaux, toutes les régions, pour inculquer le théâtre et puis prendre en charge aussi des thématiques de développement avec les ONG. Donc voilà, il a fait un travail énorme. Là, il est à la retraite. Et Jean-Pierre est décédé. Il a aussi fait ce qu'on appelle le théâtre débat dans la même veine et traversé tout le pays. Et moi, je fais partie de le 3e larron qui est arrivé, et paix à son âme aussi, et qui a professionnalisé le théâtre au Burkina Faso. Amadou Bourou, avec la compagnie Ferren, créée en 91. Et donc, j'étais parmi les premières personnes, je ne vais pas dire artistes, à le rejoindre dans sa folie, et que tout le monde trouvait que c'était une folie et qu'on avait fait des études, moi particulièrement. Il y avait Seydou Boro qui a été complice de Salia Sanou. Ils ont, pendant des décennies, porté l'Ampalera, la danse contemporaine en Afrique, avec un lieu magnifique à Ouaga. Et donc, Seydou faisait partie de cette compagnie. Serge Koulibaly, aujourd'hui aussi, qui fait partie des grands chorégraphes qui fait le tour de la planète avec Salia, et était aussi dans la compagnie Ferren. Donc voilà, moi, je viens de là. Et puis, je faisais le théâtre parce que je voulais faire quelque chose. Je ne savais pas quoi. Voilà, j'avais j'avais arrêté en année de maîtrise à l'université, mais mon désir n'était pas d'aller enseigner, mais c'est de faire quelque chose librement. Peut-être parce que je viens d'une éducation où la femme étant le socle en Afrique, on est beaucoup plus dur avec la femme dans l'éducation. Bon, les jeunes garçons aussi, hein, avec les patriarches, c'est l'héritier, c'est d'autres choses qu'on leur inculque. Mais la jeune fille, c'est dur. L'éducation de nos parents à l'époque était dure envers la jeune fille et tout. Et donc, il y avait cette envie aussi d'émancipation, je crois, au fond de moi.
Et je trouvais que le chemin de l'art, du théâtre, pouvait me donner des ailes pour voler. Mais je ne comprenais pas. Donc, j'ai mis quelques années, avant peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, où quand tout le monde te disait, mais vous vous trompez, il faut aller faire autre chose. Lui, il avait fait ses études secondaires supérieures en France. Lui, il vient de la France, il vient vous bourrer la tête. Il faut aller passer des concours, il faut faire autre chose et tout. Et donc, tu te dis, si une personne, deux personnes te disent ça, les amis dans la société, des personnes même responsables de la culture, tu te dis, bon, c'est moi qui me trompe. Voilà, et peut-être faut écouter les gens. Et puis tu te dis, non, mais j'ai envie aussi de faire ça. Et puis bon, tu fais, et puis voilà. Moi, c'est vraiment des sentiers comme ça. Après, je suis restée. Dans un contexte aussi... Non, je dis, en fait, effectivement, ton envie de liberté et d'émancipation, je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, le Burkina a traversé quand même 27 ans de dictature aussi. Donc, voilà, l'âge à laquelle tu t'engageais dans la culture, c'était aussi dans un pays un peu contraint et que, mine de rien, ces espaces de liberté qu'offre la culture, c'était une aspiration vraiment profonde. Et... là, je vais revenir après, évidemment, à ton parcours. Je vais passer la parole à Salia. Mais effectivement, sur la question aussi de la place des femmes, on en parlera tout à l'heure parce que tu es aussi une des figures très importantes aussi pour la question de la place des femmes. On a la chance d'avoir à vos côtés aussi deux personnalités, comme le disait Odile, qui transmettent, mais qui sont aussi des figures un peu tutélaires. Ils ont eu leur propre maître et leur propre guide. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment aussi des figures tutélaires pour toute la jeunesse aussi du pays, mais aussi du continent. Et voilà, Salia, si toi, tu veux bien aussi partager un peu ton parcours voilà, du village où on dansait. Bonjour, moi j'ai grandi dans un petit village au Burkina Faso, à Leguema. Et dans ce village, bon, on a accès tout de suite à beaucoup de choses, à beaucoup de choses. L'apprentissage, l'éducation populaire, la famille. Et à un moment, tu sais même pas qui est ta maman biologique, tellement que tes sœurs, tes tantes, voilà, et tu grandis dans cet environnement et la danse. Et tout de suite m'a pris dans cette vie du village où elle est présente dans la société, quoi. C'est toutes les manifestations, à toutes les occasions, on danse. Et donc, depuis l'enfance, j'ai grandi dans cette atmosphère. Et puis, après, plus tard, bon, il fallait aussi aller à l'école du Blanc, comme on le disait chez nous, et apprendre à lire et écrire en français. Et du village, je passe à Ouagadougou et Bobo de Lasso, Ouagadougou, où j'ai continué mes études. Et la danse m'a toujours suivi dans mes parcours, en fait, hein, de ville en ville. Quand j'arrivais dans une ville, je repère une troupe de danse ou à la maison des jeunes, et puis je me mets à danser avec eux. Et pendant mes études, voilà, j'ai toujours continué à danser et intégrer des groupes. Et j'ai fait une rencontre, Mathilde Monnier, qui est la directrice qui a été la directrice du centre chorégraphique de Montpellier, qui fait un voyage en Afrique, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, et elle fait un atelier audition pour recruter des danseurs, danseuses pour son projet, pour Antigone. Donc pour interpréter cette pièce mythique. Et je participe à l'atelier. Et moi-même, à ma grande surprise, j'apprends, elle veut que tu participes à son projet. Il y avait Seydou Bourreau aussi. Et on lui dit que, mais vous savez que c'est un officier de police, un commissaire de police.
Donc c'était en fait, oui, dans mes études, mes études m'ont amené à ça, quoi, à être commissaire de police. Donc j'avais ce diplôme et parallèlement là, j'étais danseur. Et Mathilde Mounier dit, mais attends, je ne vais pas amener un commissaire de police dans ma compagnie en France quand même. Ça va être trop mal vu. Finalement, bon, ok, on discute. J'ai dit, mais oui, il faut que je réfléchisse aussi moi, parce que, bon, c'est pas sûr que j'ai les autorisations pour aller danser en France. Parce qu'on ne va pas en France pour danser, on va en France pour devenir médecin, avocat, ingénieur. Voilà, on ne va pas en France pour danser, quoi. Donc tout ça, il fallait réfléchir. Finalement, je débarque en France avec Mathilde Mounier et on fait la pièce pour Antigone qui a un succès fou. On tourne partout. On l'a joué presque 200, 300 fois cette pièce, je pense. Et on l'a joué en Afrique. Et quand on l'a joué en Afrique, là, j'invite ma famille à venir découvrir le spectacle. En fait, pendant 2-3 ans, à part mes amis, personne ne savait vraiment ce que je faisais en France. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, on ne va pas en France pour danser. Donc, c'est là, la pièce doit être jouée à Ouagadougou. Ma famille arrive, mon papa, tout ça. Ils sont dans la salle. Voilà, ils sont tous curieux de ce qu'ils faisaient notre fils là-bas. Là. Et on joue la pièce. Et voilà, donc, du coup, à partir de là, une autre perspective s'ouvre pour moi. Parce que ma famille acceptait enfin mon statut d'être artiste. Parce que, voilà, quand tu fais des études, les parents payent. Voilà, il faut que tu sois droit, quoi. Faire la danse, faire le théâtre, ça ne nourrit pas son homme, il faut aller. Et d'ailleurs, on a eu du mal, par des moments, à accepter qu'on mette sur nos passeports artiste chorégraphe, parce que quand tu arrives à la police, on fait ton passeport, tu dis tu suis danseur, on dit attends, danser c'est pas un métier, tout le monde danse ici. Donc voilà, donc c'est un autre combat pour accepter qu'on mette ton nom sur voilà, ton statut d'artiste sur ton passeport. Voilà, donc ça c'est. Et on arrive à Montpellier, on arrive avec le centre chorégraphique, on fait la pièce, on tourne, belle rencontre pour moi. Rencontrer Mathilde, ces autres danseurs qui venaient aussi de partout. Et ça, voilà, c'était tout simplement la rencontre humaine. Et ça m'a permis de regarder mon Afrique différemment, de regarder le Burkina Faso différemment. Parce que quand on est là, quoi. Mais quand on va ailleurs, quand on change de territoire, ça permet d'avoir, voilà, de pouvoir regarder différemment d'où on vient. Donc, moi, c'est l'effet que ça m'a fait, en tout cas, de venir en France, participer à ce projet et de revoir qui était mon pays, en fait. Donc, et danseur chez Mathilde, avec Seydou Boron, on crée la compagnie Saliani Seydou, qui a commencé aussi à tourner. Et on tourne beaucoup en Afrique. Et on a eu ce sentiment, ce besoin tout de suite de créer un centre de danse à Ouagadougou, un centre de développement chorégraphique à Ouagadougou. Donc, et on a mis ce projet en place avec les soutiens de l'Institut français à Paris, de l'ambassade de France, d'autres partenaires au Burkina qui ont dit, qui ont créé à ce projet et qui ont pu mettre les moyens qu'il fallait pour qu'on puisse créer ce centre. Et ce centre aujourd'hui qui est vraiment... Qui forme qui est un lieu de formation, qui est un lieu de création, et puis aussi qui est un lieu de diffusion artistique. Et parallèlement, ça permet aussi d'avoir cette structuration et d'avoir aussi le travail de la compagnie qui a une base, et la base nous permet d'aller ailleurs. Voilà. Donc, le Burkina, Montpellier, et quand j'ai posé ma valise justement à Montpellier, j'ai gardé ce pied-à-terre-là, parce que pour moi, c'était important d'avoir voilà, ce va-et-vient, avoir ces deux rives, et que l'un ici nourrit l'ailleurs, et que l'ailleurs nourrit ici. Donc, je suis dans cette démarche-là. Et c'est vrai que ce qui est important aussi de dire, donc,
en 2006, quand le projet de la termitière chemine en 2000, en 2006, il y a vraiment l'inauguration. Et c'est vrai que justement, vous avez eu la chance avec Sédou et d'avoir ce regard de Mathilde posé sur vous et qui vous permet ensuite d'enclencher cette carrière. Et en même temps, très vite, vous avez envie de rendre au pays, de se dire bon, ça va être compliqué que des Mathildes aillent comme ça sur le continent et redécouvrent à chaque fois des artistes. Cette volonté assez rapide que vous avez eue de construire le centre chorégraphique, il est aussi possible parce qu'il y a une réalité également sur vos territoires, mais pas que sur le continent africain. C'est malheureusement la difficulté des politiques publiques à s'engager, à créer aussi des établissements culturels, de soutenir la création. Et que la carrière internationale que vous avez à ce moment-là, ça vous permet aussi de vous engager financièrement à soutenir un projet sur le territoire, sur le Burkina. Si c'est bon. De construire cet endroit-là. Et ça, c'est quelque chose, en termes aussi de solidarité internationale, ça, c'est quelque chose qu'il faut noter dans les engagements, que ce soit Odile ou Salia, dans cette solidarité internationale. C'est que le fait de pouvoir faire carrière, d'être présent ici, sur des festivals, que ce soit en France et Salia, tu parcours évidemment énormément le monde sur l'ensemble des continents. Tu réinvestis l'argent que gagne ta compagnie sur ton territoire parce que c'est très compliqué. Vous parlez d'une situation il y a 20 ou 30 ans, vous en tant qu'artiste, mais même si vous avez fait avancer beaucoup de choses sur votre territoire, c'est encore très compliqué pour des jeunes artistes au pays d'en faire carrière et de pouvoir vivre posément de ça. Donc ça, c'est un point qu'il faut pas négliger et que effectivement les institutions, dont celles que je représente aujourd'hui, elles sont là, mais elles sont là ponctuellement et que malgré tout, chaque année, tu dois prendre ton petit bâton de pèlerin pour aller trouver des financements pour permettre à cette structure de pouvoir s'asseoir, de pouvoir en tout cas engager aussi les gens qui s'en occupent, de former. C'est un vrai défi. Et ils ont une grande humilité. Ils ne le disent pas forcément, mais pour eux, c'est un vrai projet de vie quand même, pour l'un et pour l'autre. Quand on est un artiste engagé comme vous l'êtes, c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de sacrifices et d'engagement. Et en même temps, vous êtes porté par cette volonté de donner la chance, comme vous avez pu avoir une certaine chance et d'engagement à cet endroit-là. On va revenir après plus précisément sur la termitière. On va continuer avec toi, Odile, justement, puisque tu as pris la présidence des Récréatrales à la suite d'Étienne Minungou, son fondateur, qui est un projet vraiment un peu emblématique et l'essence même, justement, tu parlais de ta vie au village, c'est cette fabrique un peu d'humanité où on est tous ensemble. Ça, c'est vraiment aussi le point de départ des Récréatrales, et que le fait aussi que tu aies accepté d'en devenir la présidente, c'est parce qu'évidemment, ça correspond à l'ensemble de tes valeurs et à la manière dont tu conçois, toi, ton travail de créateur dans cet engagement solidaire. Oui. Merci. Effectivement, j'ai pris la présidence des Récréatrales en 2019. Et quand Étienne m'a confié cette responsabilité, et je voyais déjà l'outil que c'est devenu, les Récréatrales, en ce sens qu'on ne peut pas continuer à faire nos métiers de façon individuelle, c'est-à-dire je suis comédienne, je joue, je pars, je reviens, ou je fais la mise en scène, je vais jouer partout dans le monde, je reviens. Et puis, il y a une communauté qui est autour de toi. Et que tu vois les difficultés, même en termes d'émancipation, j'aime bien ce mot, en termes d'émancipation de soi, de son rapport à sa communauté, à son contexte et au monde.
et comment accompagner tout ça à travers le métier qu'on fait. Chacun dans sa communauté, qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, pour moi, les récréatrales, et Étienne l'a pensé comme ça, pour créer du lien social, pour vraiment que ce soit au service de la communauté. Donc, on dépasse même le cadre de nos créations. C'est comment créer des projets plus larges pour prendre en charge la vie de la communauté. C'est pour ça on s'est intéressé dans le quartier où nous sommes parce que le concept, il est beau et c'est ça qui fait la particularité des récréatrales. Ça se passe dans les cours familiales. C'est-à-dire que le lieu de vie chez l'habitant devient le théâtre. On a des scénographes magnifiques. Et un des scénographes est dans mon spectacle. Vous allez voir que mon règne arrive. Et c'est le pilier même des scénographes aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, les scénographes ont fait un travail formidable de faire des kits, j'appelle ça des kits, un plateau, des gradins, et de les dresser dans les cours familiales quand le besoin se fait sentir, pendant la plateforme festival ou pendant on a un théâtre permanent tout au long de l'année où on accueille, on diffuse. Et donc, comment partager le geste artistique simplement avec une communauté. Et ceux qui ont vu le spectacle d'Aristide avec les deux jeunes que je vous tue madame, et l'autre c'est le titre, j'ai oublié. Et donc c'est ça, c'est des jeunes du quartier. On a décidé de les mettre en atelier parce qu'on voyait bien la dérive, la dérive, l'oisiveté, d'être dans l'alcool ou même la drogue des fois pour certains. Comment les récupérer? On les a mis en atelier et je vous assure aujourd'hui, et moi je travaille avec les femmes du quartier, il y a des mères qui ont plus de 70 ans qui sont dans le groupe, leurs brus, leurs enfants. Donc je fais cet atelier aussi parallèlement avec elles. Ce n'est pas pour devenir des artistes comédiennes, mais c'est pour ensemble et se parler en tant que femmes. Et lui, avec les jeunes, simplement leur ouvrir des perspectives mentalement et se construire. Et je vous assure que le visage du quartier, depuis une décennie, on a vu la transformation de ce quartier-là et des personnes qui l'habitent. Et ça nous fait, c'est beaucoup d'honneur pour nous. Et puis ensuite, on s'est dit, et Salia aussi l'a fait, pourrait parler de son expérience, il l'a fait avant nous. On a aujourd'hui la question du terrorisme qui frappe le Sahel, notamment le Burkina, et beaucoup de déplacés à l'intérieur du pays dans des villes secondaires. Donc on est allé à Kaya, c'est une ville secondaire à mi-parcours entre le nord et la capitale, avec beaucoup de déplacés. Et simplement, là aussi, le geste... c'est pas pour venir aider, c'est pas pour venir, on n'a rien à leur donner matériellement, mais on vient leur restituer leur dignité en tant qu'être humain. Donc nous restons un mois et nous amenons avec nous tous les autres métiers des arts. On amène 2 peintres, un chorégraphe, un artiste chanteur, un musicien, des films. Et à Gaston Kaboré, c'est un des plus grands réalisateurs de cinéma aujourd'hui, en tout cas en Afrique, francophone, et qui vient et qui projette, qui discute avec eux. On a de grands conteurs qui viennent, on amène tous les métiers des arts. Et nous-mêmes, on y reste un mois, et les autres, Gaston vient de temps en temps, il part et tout. Et on amène des artistes de pointe. Et là où c'est intéressant, on ne fait pas quelque chose, on ne fait pas pour faire. On veut vraiment qu'ils touchent à ça et qu'ils comprennent et ce que ça peut leur apporter de continuer à rester dans la résistance et à se regarder en face comme des êtres humains. Et donc, le thème des récréatrales cette année, d'ailleurs, c'était faire visage en pensant bien à ces personnes-là. Voilà un peu tout le travail des récréatrales avec la formation des jeunes qui viennent d'Afrique sur les métiers qui gravitent autour du plateau, c'est-à-dire la mise en scène, le jeu d'acteur, l'écriture et la scénographie. Et on les suit pendant 4 ans.
avec des sessions d'1 mois, 1 mois, 1 mois, qui jalonnent les différentes années jusqu'au... Voilà. Et puis après, on les met en relation avec des structures extérieures pour des résidences d'écriture, et après, on les lâche. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est comment intéresser la communauté à ce que nous faisons pour qu'ils comprennent mieux qui nous sommes, et des vocations aussi peuvent naître, hein, des vocations vont naître, et etc., etc. Voilà un peu le travail des récréatrales. Et effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de vivre deux éditions des récréatrales. Et c'est vrai que j'étais très émue. Je suis venue voir les filages parce que je ne pouvais pas voir les spectacles la semaine dernière, mais des 2 jeunes des quartiers qui ont fait des seuls en scène et qui se découvrent aussi des vocations, et qui, effectivement, la génération que vous êtes, on n'avait pas non plus l'accès au monde comme vous l'avez avec les téléphones. Donc c'est vrai que c'est compliqué avec la nouvelle génération quand même de leur donner un chemin aussi sur ces métiers culturels dans un pays, comme on l'a dit, qui est traversé par quelque chose de particulier, mais qui fait quand même que quand on y est, on vit quelque chose de très particulier. Et je vous fais part d'une petite anecdote. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un projet, une création qui s'appelle Le Quartier, sur un texte d'Aristide Tarnatga et Sinzo Anza, avec à la mise en scène notamment Assitante Tangara, qui est programmée sur le festival Faraway. Je vous engage vraiment à aller voir sa pièce. C'est une metteuse en scène malienne, sur un texte de Jeanne Diama, qui est aussi une autrice malienne. Tafé Fanga, Le pouvoir du pagne, qui est programmée sur le festival et qui est une pièce sur la question des femmes, la place des femmes, sur malheureusement effectivement encore la pression sociale qu'on peut avoir sur les femmes, et qui est d'une force admirable. Il y a d'ailleurs une comédienne aussi burkinabé dedans. Ça passe le 10 et le 11. Vraiment allez le voir, parce que ça fait vraiment partie, moi, des gens que j'ai découverts justement au récréatral, et qui maintenant font leur envol. Et évidemment, moi, à l'Institut français, je suis très attentive aussi à tout ce travail que ça soit Salia ou Odile peuvent faire avec leurs compagnons sur des promesses, sur des jeunes. Et c'était le cas pour le quartier, de les voir là faire leur premier seul en scène, avec aussi la complicité et l'engagement ou la prise de risque de la comédie, de Chloé qui dirige la comédie. C'est vraiment très, très émouvant. Et pour eux, c'est énorme en fait de pouvoir être considérés à ces endroits-là. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et je pense qu'effectivement, la thématique de notre discussion, c'est la question de la solidarité internationale. Mais en fait, c'est même pas un effort. En fait, c'est quelque chose de très naturel et de très, très engagé. Juste, effectivement, tu faisais référence au projet que vous avez mené à Kaya. En fait, il est parti aussi d'un texte d'un auteur que vous connaissez certainement, puisqu'il a eu le prix concours l'année dernière. C'est Mohamed Bogarsar, qui a écrit en fait une œuvre qui s'appelle Terre Sainte, qui parle justement, il a été publié en 2014, je crois, qui parle justement de ces territoires, au Sahel, au village, quand il y a un peu effectivement une imposition des islamistes radicaux, et qui est un texte justement sur cette nécessité aussi de combattre, quelles sont nos armes de reconstruction massive, qu'est la culture ou la parole. Donc ça fait partie aussi des artistes aussi engagés, et que là, le projet Terre Sainte, qui est que Aristide Tarnatga a mis en tout cas a mis en scène, et que vous avez en fait décliné pour en faire effectivement un projet pour redonner aussi la question de la dignité de ces déplacés, parce qu'en fait on les nomme les déplacés. C'est comme si qu'effectivement il n'y avait plus vraiment d'engagement humain. En fait, ils sont une masse, mais de leur redonner en fait une individualité, de leur redonner en fait un sens aussi d'engagement et d'être capable. Sur cette image, c'est une fresque aussi collective qui a été faite à la fois par les hommes, les femmes et les enfants. C'est aussi la trace de porter un peu les choses. Donc évidemment,
On peut considérer que c'est des petits actes, mais on sait que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et qu'en même temps, ces instants que vous leur apportez, il y aurait tellement de choses à dire pour les récréatrales, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui est fait aussi beaucoup sur la question des femmes, et notamment Serge Aimé, qui a fait le spectacle d'ouverture avec les femmes. Serge Aimé Coulibaly, qui est... en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de grands artistes burkinabés que vous croisez. Voilà, donc il y a beaucoup de sens, évidemment, dans ce qui est fait. Et nous, évidemment, à l'endroit où l'on est, c'est important de vous les porter à la connaissance, parce que cette solidarité, elle peut commencer évidemment déjà au local, et que ces situations aussi de détresse, voilà, nous, on est aussi un pays qui traverse aussi des crises, sur l'accueil aussi, enfin voilà, on a aussi beaucoup de délicatesse auprès de populations, et ça fait enfin voilà, c'est fondamental. Et pour justement revenir vers toi, Salia, toi, ça fait partie aussi vraiment de ton ADN. Alors évidemment, avec la termitière sur sa création, sur sa nécessité d'amener aussi une nouvelle génération, et puis aussi d'inscrire aussi avec noblesse la danse contemporaine africaine, de montrer qu'évidemment, il y a l'héritage ancestral, mais qu'il y a aussi une écriture, et de pouvoir le transmettre, et en même temps d'être aussi attentif aux camps déplacés. Et toi, c'est vrai que tu t'es engagé assez tôt aussi sur un projet voilà, d'action dans les camps de déplacés qui s'appelait Refugee on the Move, sur lequel voilà, tu étais un peu le référent, en tout cas pour le Burkina, pour travailler dans ce sens-là. Donc pour toi, c'est aussi extrêmement naturel de prolonger ton action à ces endroits-là. Oui, déjà la création du centre chorégraphique avec Sédou, on a voulu vraiment mettre ce centre dans un quartier populaire qui était le théâtre populaire, qui a été créé par Thomas Sankara et qui avait été abandonné après l'assassinat de Thomas Sankara. Ce théâtre a été complètement abandonné. Et quand on a mis en place ce projet de centre, on s'est dit, mais c'est là qu'il faut créer ces centres, voilà, refaire vivre ces quartiers complètement abandonnés. Et donc nous sommes arrivés, on a nettoyé tous les quartiers, voilà, et puis on a construit ce centre, et qui a permis encore une fois de plus de refaire les liens avec les populations. Voilà, donc quand on créait aussi ce centre, les yeux étaient grandement ouverts, mais la danse, on l'a fait partout, dans les cours, dans les maisons. Pourquoi créer un centre pour la danse? Et justement, pour nous, c'était ça aussi les challenges, créer un temple pour la danse. Et la danse est populaire, elle est pratiquée partout, mais la danse manquait aussi de lieux de travail, de lieux de fabrique, de lieux de permettre à la danse aussi d'évoluer, de se développer. Voilà, donc le centre s'est mis dans ce quartier, et tout de suite, on a bien vu, ça fédéré l'énergie des jeunes de ce quartier, que ce soit tous les styles de danse, le cramp, la danse hip-hop, la danse traditionnelle africaine, la danse contemporaine. Nous, on amenait un peu ce regard nouveau par rapport à la danse, et ça a permis, en tout cas aujourd'hui, le lieu reste un endroit où c'est devenu, voilà, une cour familiale pour les danseurs burkinabés, pour les danseurs de la sous-région Ouest-Afrique, et aussi pour les danseurs du monde, parce qu'on accueille je suis en train de préparer les prochains festivals Dialogue des corps. Il y aura Dimitri Chamblas, il y aura Benjamin Millepied qui va venir avec ses projets, ses créations. Oui, voilà, donc ce lieu est créé vraiment pour fédérer les énergies et permettre cette ouverture d'esprit.
Même des Japonais. Moi, quand j'y étais, il y avait une jeune Japonaise qui était venue se former Voilà. chez Donc, vous. La formation accueille en fait tous les jeunes danseurs qui viennent Du monde entier, quoi. du monde pour se former. Donc, ça crée vraiment ce lien entre les jeunes. Et après, on a, oui, moi, ça a été toujours mon, mes envies, mes désirs d'aller où aussi on nous attendait pas. Donc, aller dans des camps de réfugiés et partager la danse avec ces populations-là, oui. Quand on arrive dans un camp de réfugiés, bon, et voilà, là encore, les yeux sont ouverts pour regarder. La priorité ici, c'est pas de danser, quoi. La priorité, c'est de boire de l'eau potable, manger à sa faim, s'habiller, c'est pas de danser. Voilà, donc on t'accueille déjà avec ces mots-là, mais voilà, ça te refroidit, mais il faut dire oui, on est là par solidarité, on est là par fraternité et qu'on peut partager des instants de vie ensemble. Et petit à petit, les discours commencent à passer et tu restes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et tu crées une synergie. Et bon, les gens qui vivent dans ces camps, un temps soit peu, oublient leurs soucis et créent une synergie qui est incroyable. Et moi, ce que j'ai vécu dans ces camps de réfugiés, que ce soit au Congo ou au Burkina Faso, et les camps de réfugiés au Burkina, j'y suis allé en 2014 et 2015, et il n'y avait pas encore la crise au Burkina, c'était au Mali. Et le Burkina accueillait 40 000 réfugiés maliens. Donc il y avait 3 camps où on partait travailler. Et aujourd'hui, avec l'extension du terrorisme, le Burkina 40% du territoire burkinabé est pris par l'extrémisme violent. Donc, d'où le déplacement aussi des populations, presque 2 millions de déplacés burkinabés qui partent dans d'autres lieux. Voilà, donc on est parti dans ces camps de réfugiés, travailler avec ces jeunes, et on arrive, voilà, on commence avec 100 personnes et on finit avec 600 personnes. Entre ceux qui participent aux ateliers et ceux qui participent, qui sont là pour regarder, ça crée une synergie incroyable. Et quand tu sors de là, tu trouves quand même du sens à ce métier d'artiste aussi, parce que tu es parti là, tu as donné de la joie de vivre, tu as donné de l'espoir. Et voilà. Et de cette expérience, j'en ai créé une pièce qui s'appelait Du désir d'horizon. Et pas pour raconter la misère dans ces camps, mais juste pour dire dans ces camps de réfugiés, c'est des êtres humains qui y vivent et qui ne demandent qu'à ce que que leur honneur soit tout simplement restitué, respecté. Et j'ai appris beaucoup de choses dans ces camps, à travers ces jeunes, ces enfants, ces mamans qui m'ont apporté beaucoup. Oui, et quand tu es dans un camp de réfugiés, quand tu sors là, moi qui travaille sur le corps, la danse, et quand tu quittes un camp de réfugiés, tu vas dans le village à côté, les attitudes des corps ne sont pas pareilles. Hein, dans un camp de réfugiés, les corps sont compressés, il y a l'angoisse, il y a... Meurtri, oui. Voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain, quoi. Donc, tu sens ça. Et dans les camps de réfugiés, tu as ces deux populations. Tu as des enfants qui sont insouciants, ils sont sur les hangars, ils s'amusent. C'est les airs de jeu comme ça qui font eux-mêmes et qui courent partout. C'est l'enfance, quoi. C'est l'insouciance. Et tu as les hommes, les ados qui ont l'âge d'aller à l'école, qui sont coincés là, qui ne peuvent pas faire des études, qui ne peuvent pas aller au lycée, au collège, à l'université, qui sont coincés là. Tu sens cette violence-là dans les corps. Et tu as ceux qui sont plus, 40 ans, c'est des zombies qui errent dans ces espaces de réfugiés, c'est sans espoir, parce que rien de plus dégradant
pour un papa qui ne peut pas faire un cadeau de Noël à son fils, à son enfant, quoi. Et ça, tu le sens dans les corps de ces personnes. Et alors après, tu as les mamans qui sont vraiment vraiment les socles de ces espaces. C'est-à-dire, en fait, sans les mamans dans ces camps de réfugiés, rien ne tient. C'est eux qui surveillent, que ça ne dérape pas, c'est eux qui font tout, qui font à manger, qui calment, voilà. Et tu sens ces aspects-là de l'état du corps dans ces camps de réfugiés. Voilà. Et pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en allant travailler auprès de ces réfugiés. Et en tant que danseur, ça m'a beaucoup nourri. Est-ce que tu as le sentiment aussi, puisque tu es un artiste qui côtoie aussi beaucoup d'autres artistes, est-ce que tu as le sentiment que tu arrives aussi à convier un peu d'autres artistes qui ne viennent pas forcément non plus du continent sur tes initiatives un peu de solidarité ? Est-ce que pour toi, ce qui est une évidence pour toi, tu as le sentiment que ça l'est de plus en plus pour tes collègues artistes, ou c'est encore un peu compliqué de pouvoir être engagé parce que vous l'êtes évidemment naturellement, parce que c'est aussi vos convictions, c'est aussi sous vos yeux, et parce que aussi vous n'avez pas de politique publique qui fait qu'on vous demande d'agir dans des quartiers compliqués ou dans des camps de réfugiés. Souvent, c'est des initiatives qui sont soit le fait d'associations, de fondations, enfin voilà, qui sont en dehors un peu de la sphère politique, parce qu'en même temps, vos actes, du coup, sont politiques. Politiques dans le sens d'unir aussi un peu les territoires. Mais est-ce que l'un et l'autre, cette solidarité, c'est quelque chose que vous ressentez assez simplement ? Oui, c'est vrai, quand je raconte ces histoires, ces vécus dans ces camps auprès des autres artistes, chorégraphes, ils sont forcément touchés et ils veulent y aller. Mais la situation d'insécurité aussi fait qu'on ne peut pas y aller comme ça. Moi, je ne peux plus aller dans ces camps de réfugiés où je partais il y a 6 ans, il y a 7 ans. Je ne peux plus mettre pied parce que, voilà. Donc, ces endroits sont devenus inaccessibles par l'insécurité. Mais ce qu'on fait, quand on a le festival qui arrive, on essaie d'inviter des réfugiés, de les faire sortir de leur camp pour qu'ils viennent à Ouagadougou, dans la capitale, pour participer à des ateliers et pour participer au festival Dialogue de corps. Et Dimitri Chamblas, qui est un directeur de compagnie installé à Los Angeles, qui est venu plusieurs fois travailler avec ces réfugiés qu'on a fait venir des camps pour participer au festival Dialogue de corps. Oui, forcément, ça touche et ça interpelle. Et ça permet en tout cas d'avoir cette écoute-là, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, même si parfois on ne peut rien faire en fait. Et parfois on a envie d'y aller, mais on ne peut pas. Et souvent ça, c'est frustrant. Moi, j'aimerais bien aller dans des territoires, dans d'autres territoires où il y a des camps de réfugiés, mais je ne peux pas y aller parce que tout simplement, la situation interdit, sécuritaire, c'est vrai que... Voilà, la situation d'insécurité fait que... voilà, donc je pense que ça aussi, c'est... Mais il y a toujours une sensibilité à être à l'écoute de ces problématiques, de ces territoires, en tout cas. C'est vrai que c'est assez inédit. On n'a pas mis la carte du Burkina, mais malheureusement, effectivement, en dehors de Ouaga et la région périphérique, ça devient très très compliqué de se déplacer. Et voilà, et cet isolement, il est encore évidemment encore plus difficile pour les jeunes que l'on veut atteindre. Et voilà, en fait, c'est vrai. Ton engagement, évidemment, il est aussi lié à l'engagement aussi de tes danseurs. Tes danseurs sont aussi au même endroit que toi, en tout cas, t'accompagnent sur ces projets-là. Là, on a face à nous une communauté quand même extrêmement jeune, variée, mais en tout cas une majorité de jeunes étudiants. Vous, le regard que vous portez aussi sur cette jeunesse, vous avez fait partie aussi de ceux qui
voilà, ont vu toujours un peu les interstices de lumière, et vous avez réussi, et vous réussissez encore en tout cas à considérer les désirs d'horizon lumineux. Mais voilà, en fait, en tout cas, si avant qu'on puisse échanger avec vous, si vous avez des questions précises, mais voilà, votre regard sur cette nouvelle jeunesse, dans le contexte aussi très particulier du moment. Qu'est-ce que vous pourriez, en tout cas, partager, ou quel est votre sentiment aussi sur cette solidarité grâce aussi à l'action en tant qu'acteur de la culture, quoi? Oui, notre regard, il est dans les projets qu'on mène, dans l'action qu'on mène, et dans les créations que nous menons. Il y a 6 ans, j'ai créé le spectacle Clameur des arènes, qui liait la danse et la lutte traditionnelle africaine. Hein, la lutte traditionnelle, c'est un sport de combat qui est pratiqué dans beaucoup de villages en Afrique. Et au Sénégal, c'est vraiment le sport roi. Quand il y a la lutte traditionnelle dans un stade rempli de 40 000 places, à 14 heures déjà, il n'y a plus de place, quoi, pour un combat qui aura lieu à 18 heures. Et souvent, le combat, il peut durer 1 minute. Papa, il est au sol et puis c'est parti, quoi. Mais voilà, c'est l'effervescence, les gens sont ensemble. J'ai créé un spectacle autour de ce sport-là, en liant les lutteurs sénégalais professionnels, des athlètes vraiment sport, et des danseurs, et pour interroger justement la place de cette jeunesse africaine dans ces territoires-là, dans ces pays-là, où le désespoir est là, quoi, grandissant, pour permettre à ces jeunes de rêver sur place. C'était ça l'objectif de ce projet. Comment on peut rêver sur place? Comment on peut, voilà, avec l'éducation familiale, avec ce qu'on apprend en côtoyant la vie, à l'école, comment tout ça peut nous permettre de rêver sur place. Et j'avais créé ce spectacle, et puis les jeunes qui ont participé à ce projet, ils m'ont dit, Salia, oui, ce projet comme ça, on en a besoin. Et la lutte, comme la danse, ça nous permet de... Voilà, si on n'avait pas ça comme métier aussi, on serait tenté, comme beaucoup, de prendre des bateaux de fortune et puis s'échouer à la porte de l'Europe, dans la Méditerranée. Voilà, donc, et comment permettre à ces jeunes de rêver sur place, c'est vraiment ça qui donne du sens aussi à ce qu'on fait. Et quand Bruno était là il y a 3 ans au festival Dialogue de corps, Bruno, c'est le directeur du manège, que vous connaissez tous, voilà, parce qu'ils connaissaient tous pas vos prénoms quand vous êtes rentrés. Le festival, et voilà, quand il est venu, voilà, quand on vient là, on est sensible à quelque chose, hein, pas seulement à la poussière qui nous tombe dessus, mais on est sensible à cette humanité-là que nous vivons, que nous portons. Et c'est de là que l'invitation part pour être là avec ces jeunes qui sont en formation et qui ont repris ce spectacle La Mer des Arènes pour le jouer au festival. Et le spectacle a eu lieu avant-hier et hier. Et je pense que voilà, permettre à ces jeunes qui sont en formation de venir ici, de danser devant un autre public, c'est tout simplement une ouverture sur l'autre. C'est tout simplement... Ça va changer beaucoup de choses dans leur vie, j'en suis persuadé. Et voilà, donc, ce que nous faisons pour la jeunesse, c'est l'action, c'est permettre à la jeunesse de rêver, quoi, de rêver leur vie, d'être, voilà, droit, et rêver droit. Mais c'est vrai, ce que tu dis, effectivement, toi, ton travail de créateur, de toute manière, dans chacune de tes pièces, il y a cet engagement-là, c'est-à-dire que, évidemment, c'est pas que pour le geste artistique, c'est vraiment, voilà, la profondeur et du sens, en tout cas, de ce dialogue aussi des cultures, de ces allers-retours, et comment, en fait, ça nous déplace et ça nous grandit. C'est vrai qu'on l'aime beaucoup, la Terre Rouge, même si
elle reste très, 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 très longtemps sur nous. Mais c'est vrai que si vous avez l'occasion, évidemment, d'aller sur ces manifestations à l'occasion des festivals, en fait, il y a quand même quelque chose dans ce territoire. Moi qui parcours quand même beaucoup le monde et le continent africain, il y a quand même quelque chose de très, très particulier et une volonté de participer quand même à, malgré les contextes évidemment, à donner les lettres de noblesse en fait à ces territoires tels qu'ils le méritent. On a une histoire, évidemment, avec ce continent. Et en même temps, voilà, on a des acteurs qui favorisent aussi une meilleure compréhension. Et je pense qu'effectivement, quand on va voir les créateurs dans leur contexte, eh ben, ça nous augmente, ça nous grandit avec humilité. Et ça, c'est aussi fondamental. Enfin, en tout cas, pour moi, là où je suis, c'est vraiment fondamental, en fait, de pouvoir comprendre ces territoires et de les respecter et de les considérer avec la noblesse qu'ils méritent. C'est pas toujours, effectivement, évident parce qu'on a des informations, évidemment, extrêmement parcellaires. Mais c'est vrai que quand vous allez voir des spectacles comme ça, et peut-être que vous avez eu l'occasion de voir la création dont on parle, Salia, et il y en aura d'autres, on donnera les dates tout à l'heure, il y a tout ça derrière. En fait, il y a aussi tout ce parcours, toute cette réflexion, toute cette profondeur, tout ce sens, aussi ce statut en tant que responsable. En fait, vous assumez aussi une responsabilité aussi de ce que vous avez envie de dire et partager. Et qui n'est pas rien en fait, qui en tout cas prend une dimension évidemment pour vous à une autre ampleur qu'effectivement quand on voit une création avec trois lignes de présentation. Enfin voilà, il y a tout ce cheminement et cet engagement-là. Et c'est vrai, Odile, je voulais aussi te donner la parole évidemment par rapport à ce que tu as envie de dire à cette jeunesse. Et en même temps, là, on va te découvrir avec ta première mise en scène d'un texte qui a été offert par Léonora Miano. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est une grande autrice camerounaise, une des grandes plumes, des grandes femmes aussi du continent africain, une femme engagée, notamment sur la question de l'émancipation, pour reprendre un mot que tu aimes, et que Mon règne arrive, qui est qui est aussi... Justement, tout à l'heure, on parlait de la question de toi, de ton rôle aussi en tant que femme comédienne, une des rares comédiennes aussi qui a commencé sa carrière aussi longtemps au pays. Et là, c'est vrai que tu fais le choix de venir présenter, après une série magnifique à la MC 93, qui a eu un succès incroyable. Et je suis très heureuse que vous puissiez être là. C'est un projet qu'on accompagne aussi, mais qu'on accompagne évidemment parce qu'il y a cette question de la parole. Et Salia, tu évoquais évidemment la place fondamentale des femmes dans la communauté et à plein d'échelles. Et en fait, Odile, toi, tu la mets aussi en avant et tu lui rends aussi sa noblesse. Si tu veux nous parler justement de en quoi, justement, pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, cette parole forte dédiée à la femme africaine, c'était important pour toi de venir la présenter. Oui, d'abord, puisqu'on a parlé, avant d'oublier, parce qu'on a parlé de la comédie, de venir jouer là, il faut savoir que la comédie de Reims, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de direction à travers le projet No Logo, Afif est là derrière. On l'a fait à la Cité Croix-Rouge, c'était magnifique. Il y a une des interprètes comédiennes qui est là. On a travaillé avec la Cité Croix-Rouge et c'était l'occasion pour moi d'être là, de connaître cette ville, une partie de sa population. On a fait le porte-à-porte à la Cité Croix-Rouge avec les habitants, discuter du projet. C'était extraordinaire. Le résultat était magnifique aussi. Et c'est comme ça que la comédie, j'ai parlé de mon projet, mais c'était juste pour leur parler de ça. Et puis après, quand je suis partie, elles m'ont appelé, la direction, en disant « On veut t'accompagner dans la coproduction ». C'était magnifique. Ce jour-là, j'ai sauté au plafond, comme on dit. Et donc voilà, donc ce spectacle vient aussi de là. Et donc il y a un palais de la solidarité. Et je trouve que ça a été un acte inattendu
inattendu, de solidarité spontanée. Voilà, parce que je n'avais pas demandé d'argent. J'avais parlé du projet en disant, si je suis en tournée, j'aimerais que vous puissiez le recevoir dans votre belle maison, rencontrer le public. Mais il n'était pas question de financement. Mais elles ont poussé plus loin et elles m'ont accompagné. Et donc, ça, c'est important. Voilà, et donc, je les remercie. Et donc, pour moi, comme tu disais tantôt, faisant partie de cette compagnie-là, qui a été le fer de lance de la professionnalisation du théâtre au Burkina, et que j'étais la première femme dans cette compagnie, c'était une grande responsabilité pour moi. Pendant des années, je me suis donné intimement, je me suis dit que c'était une mission pour moi et que je devais briller à travers ce métier pour donner de la beauté à la femme et de la dignité à la femme d'abord qui exerce le métier des arts du spectacle, qui n'était pas vu comme un métier. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès au Burkina puisqu'on a le statut d'artiste. À l'époque, il y a 30 ans, on n'en était pas là. Et les regards aussi qui se posaient sur nous n'étaient pas forcément des regards voilà, de reluisants. C'était plus des femmes qui sont toujours parties, qui travaillent la nuit, puisque c'est un métier de nuit, qui rencontrent le public, qui rencontrent des gens, qui rentrent tard à la maison et tout. Donc, c'était pour une femme qui est le socle de la maison, de la société. C'était pas bien vu, ce que je comprenais dans l'éducation. Mais... et donc, pour moi, ça a été important de porter ce métier-là avec beaucoup de force et de dignité. Et pour que les regards bougent un peu sur nous. Et on a créé même, avec des copines, l'association Talents de femmes, pour que tous les talents des femmes, que ce soit dans l'art, dans l'artisanat et tout, en milieu traditionnel et urbain ou semi-urbain, soient mis en lumière. Donc pour moi, la question de la beauté des choses, c'est important parce qu'il faut donner du rêve. Parce que si on ne rêve pas, on est mort. Et donc l'art, pour moi, ce métier-là doit pouvoir nourrir le rêve à toute personne. Mais je suis beaucoup sensible aux femmes parce que moi-même, je viens de là. Je suis une femme et je viens de très loin. On n'a pas le temps, ce n'est pas le moment non plus de parler de moi. Je viens de très loin et je connais très bien où en est la femme, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tout ça je comprends. Et je vois combien aussi les miennes, donc mes sœurs aujourd'hui, on dit qu'elles sont le rêve, Léonora le dit si bien, on dit ouais, elles sont le rêve, elles sont l'avenir du continent, tout le monde dit ouais, l'Afrique ne changera pas les femmes, ouais, elles sont la force, elles sont fortes, et ces femmes, celles qui tiennent la société et tout, c'est vrai. Elles tiennent la société et c'est vrai, que ce soit dans la tradition, et parce que je dis toujours, même les sociétés secrètes, la clé de la société secrète est tenue par des femmes. Salia me le dira parce qu'il connaît très bien cette société secrète parce que à Bobo, dans nos villages, on voit très bien. Et c'est la femme qui tient la société en Afrique. Il y a une telle harmonie. Et donc, souvent, quand on dit même la femme africaine, oh, la pauvre, qu'est-ce qu'elle souffre, qu'est-ce qu'elle est, ceci, cela, ce n'est pas toujours vrai. Parce que c'est vrai, il y a des droits à acquérir. Et là, je suis d'accord, on lutte pour acquérir nos droits. Mais il y a aussi dans l'organisation sociétale, chacun a sa place. Et chacun gère sa place pour l'harmonie. Et la femme est le socle, c'est-à-dire que quand le patriarche, ça ne va pas, c'est au creux de l'oreille de la femme, dans la nuit, que la femme va lui dicter comment il doit se conduire. Et ouais. Il lui dicte, il lui dit comment il doit faire, comment, et tout. Et c'est ça. Mais ce n'est pas vu au grand jour, etc. Donc pour moi, cette génération, nous avons un devoir de transmission parce que nous, on a eu une éducation que cette génération n'a pas malheureusement parce qu'il n'y a plus le temps de l'éducation. On ne peut plus être dur avec le bâton avec cette génération et
et en même temps, il y a un tel foisonnement, il y a un dispositif, il y a quelque chose de très clinquant, lumineux et qui attire aussi. Elles ont beaucoup d'ambition que moi je salue, que nous, à leur âge, on n'a pas eu. Nous, on était très dans la sagesse, comme ça, à faire le métier. Aujourd'hui, elles nourrissent des rêves, elles font des projets très jeunes, elles portent des projets. Et nous, on n'était pas porteurs de projets. Nous, on exécutait. Mon directeur de compagnie, paix à son âme, et il travaillait beaucoup à nous responsabiliser dans la compagnie, chacun, en disant il faut aussi que vous travaillez à être responsable, à associer la pratique aussi à la théorie, à pouvoir se cultiver, lire, être ouvert simplement. Mais nous, on était plus les dit, bon, vous allez être des exécutants de plateau, et puis voilà, point barre. Et je trouve que cette génération, elle dépasse tout ça, et elle porte des projets, elle a envie, elle a des ambitions, et puis elles sont très, très curieuses, très intelligentes, et comprennent très vite où elles veulent aller, elles savent ce qu'elles veulent faire. Malheureusement, ce qui manque aussi souvent, c'est juste le parcours intérieur. Ce que moi j'appelle la spiritualité, qui n'est pas de l'ordre de la religion. C'est quelles sont les valeurs cardinales qu'un être humain peut incarner. C'est important. Si on n'incarne pas des valeurs, on est juste quelqu'un comme ça qui n'est pas enraciné, qui n'est pas solide, qui dès que le vent souffle, ça va l'emporter. Et ça, c'est dommage. Et donc, c'est ce travail que moi, j'aime et que je fais beaucoup avec les comédiennes, les jeunes comédiennes, à beaucoup parler, même si on fait de la pratique, mais c'est aussi à parler. Et c'est pour ça que je voulais quelqu'un comme Léonora qui m'accompagne à faire un pas dans la mise en scène. Je suis beaucoup plus comédienne et je m'attaque à la mise en scène très récemment, il y a quelques années seulement. Et je voulais un texte fort avec une femme que je sais magnifique, qui a une des plus belles plumes aujourd'hui sur le continent. Et c'était pas anodin. C'était pour moi une façon de dire, OK, on fait ce métier, mais c'est le discours que nous devons porter sur les plateaux, c'est important. On ne peut pas être dans du gâchis dans ce métier-là. On ne peut pas. On est dans l'urgence. Il y a quelque chose de très urgent en Afrique vis-à-vis de notre propre communauté, de ce qui nous dépasse. Et voilà, qui est de l'ordre du politique et tout, mais à ce que nous, en tant que citoyens, nous pouvons faire dans notre propre communauté. Et moi, avec les jeunes filles, c'est ça, c'est de les nourrir suffisamment pour qu'elles puissent faire des choix conséquents. Donc, moi qui ai vécu ici, donc je retourne vers mes sœurs et les jeunes d'ici, pas seulement les filles, parce que j'ai eu la chance de faire 5 ans de résidence au Théâtre national de Belfort, et puis travailler plus d'une décennie au Théâtre Nanterre-Amandier, à la Comédie de Caen, et puis à Limoges avec Jean Lameruille, Martinelli et d'autres noms, Ézéchiel Garcia, Romeu, et Moïse Touré, etc. Et donc, et j'ai fait beaucoup d'ateliers de formation aussi ici pour des classes au bac, pour simplement des troupes amateurs. Est-ce que je peux dire, et c'est la même chose, il y a une telle curiosité. Ce que je disais à Salia, tu vois, on les appelle la salle est pleine. Chez nous, tu n'auras pas beaucoup de monde qui vont venir. C'est ouvert, hein? C'est ouvert, mais on a moins de curiosité. Ici, il y a de la curiosité, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a... Voilà. Et ça, c'est un mouvement chez les jeunes, et tu le vois. Et il y a beaucoup d'idées novatrices que les jeunes même créent, inventent ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Et je crois que c'est universel. La jeunesse, il y a quelque chose aux mêmes endroits, c'est qu'on manque de contenu et d'intériorité. Parce que la question de la spiritualité, une fois de plus, c'est l'endroit où on dépose nos valeurs en nous, dans notre psychique. Le psychique est généralement vide.
Il est vide, il peut être plein d'actes manqués, de blessures, de quelque chose qui nous... Mais de quelque chose de noble, il manque ça. Et moi, là où j'interpelle souvent la jeunesse, c'est de ne pas aller sur ce qui est apparent, parce que tout nous attire et nous aspire. Et nous aspire. Et des fois, il faut résister et simplement se poser des questions pour être juste dans l'essentiel. Et c'est l'essentiel aussi qui va nous construire, qui va faire qu'on va être des citoyens pleins et qu'on va réaliser de grands rêves. Voilà. Mais autrement, moi, j'aime bien la curiosité de la jeunesse ici et son ambition et son envie toujours d'aller de boxer, comme Salia le dit, et que nous, on est beaucoup tétanisés. Beaucoup de choses nous tétanisent, nous refreinent. Et ça, c'est dommage. Et c'est là où notre travail en tant qu'artiste se mène aussi dans notre propre communauté, avec les maires du quartier. Comme je dis, je discute. L'atelier, c'est un prétexte pour moi. Je leur parle souvent, mais des choses taboues. Je leur parle et des fois, je dis, par exemple, votre rapport là, à vos maris. Vous êtes là, vous ne causez même pas, il n'y a pas de tendresse, il n'y a rien. Vous venez directement, vous allez au lit directement. Voilà, vous ouvrez et puis il rentre dedans et demain il sort, il s'en va, il va rentrer dans d'autres femmes. Je leur dis ça exprès. Elles sont mortes de rire et puis disent, hey, toi aussi, on ne parle pas comme ça. Je dis, oui, mais si je ne vous choque pas comme ça, vous n'allez pas comprendre. Donc voilà, on a des discussions, des rapports comme ça, très agréables et tout. Mais c'est pour aussi nous déconstruire. Il faut déconstruire aussi. Si on ne déconstruit pas, on ne peut pas. On ne peut pas avancer. Voilà. C'est un peu ça, c'est ce que je fais et d'autres aussi le font. Mais voilà, pour moi, c'est important à cet endroit. Tu me donnes une transition parce que tu dis que notre jeunesse est engagée, curieuse, ambitieuse. Donc maintenant, ça va être la parole à vous, si vous avez quelques questions avant que... Mais je crois qu'il... Mais j'arrive pas à lever, ou c'est moi qui ne sais pas. Est-ce que nous avons des questions, pas forcément des questions, ou juste des interventions, des partages ? Quand vous interveniez il y a quelques années dans les centres de réfugiés et que vous repartiez au bout de 3 mois, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait un souffle de créativité qui persistait après votre départ, ou est-ce que ça retombait comme avant ? Alors, je suis allé dans ces camps plusieurs fois. Évidemment, au bout de 3 mois, quand vous partez, on est tous en pleurs parce qu'on a vécu des moments formidables. Et après, effectivement, tu reviens 6 mois ou 8 mois après, il faut tout recommencer, quoi. Il faut tout recommencer. Et c'est en fait la vie du camp qui est comme ça. Rien ne peut être solidifié, rien ne peut... à un moment, j'ai pu former plusieurs jeunes pour qu'ils prennent le relais après mon départ, et équiper le camp avec des appareils de musique pour qu'ils puissent continuer à jouer. Mais la vie dans ces camps, c'est tellement stressant, c'est tellement compliqué. Et en fait, j'ai remarqué que quand nous, on est là, ça leur donne ce sursaut-là de dire, bon, voilà. Et quand on part, c'est le train-train quotidien qui reprend. Et il me disait, Salia, tu sais, le jour le plus heureux pour nous ici, c'est quand on voit les camions du Haut Commissariat aux réfugiés qui arrivent, et on voit la poussière des camions qui arrivent pour distribuer les vivres, les vêtements. Et là, tout le monde est heureux parce qu'on va manger à notre faim, on va s'habiller, et le camion, il vient une fois tous les 6 mois, quoi. Et voilà, donc, oui, c'est
c'est là que je me posais aussi la question, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Parce que quand tu vas, tu donnes la joie de vivre pendant 3 mois, 2 mois, 3 mois, et quand tu repars, bon, tu retombes, et puis voilà. Mais tu te dis, mais ça vaut le coup d'y aller parce qu'ils ont besoin de ça, un temps soit peu. Et d'ailleurs, les médecins du camp, les infirmières, les infirmiers, ils me disaient, Salia, quand vous êtes là, il y a plus de consultation. C'est curieux. Personne ne vient consulter. Et voilà. Donc, c'est à cet endroit-là aussi que l'action se passe. C'est-à-dire que la force aussi de la danse, c'est ça. C'est mettre le corps en éveil, c'est rester debout, c'est de bouger, c'est de partager. Oui. Il y a des jeunes qui sont venus jouer, des jeunes réfugiés qui sont venus jouer dans sa compagnie, dans ses spectacles professionnels et qui ont fait la formation, des jeunes que vous avez vus là dans son spectacle, qui ont continué 3 ans de formation. Et il y a un qui est carrément devenu artiste, il y a un qui est musicien, je l'ai rencontré, il y a l'autre qui danse. Ça aussi, c'est vraiment important à souligner. Oui, c'était une des... Voilà, comment pérenniser l'action. Comme je savais que dans les camps, c'était difficile de maintenir quelque chose de façon... Parce qu'il faut, voilà, il faut aussi... donc, j'avais permis dans chaque promotion du CDC, la formation dure 3 mois. À chaque fois, j'invitais deux jeunes réfugiés pour intégrer la formation de 3 mois et qui devenaient vraiment professionnels. 3 ans, pardon, 3 ans de formation. Et évidemment, quand ils finissent la formation, ils ont des liens avec les sœurs, les frères dans les camps. Ils partent, mais ce n'est plus pour continuer les ateliers là-bas parce qu'ils rêvent autre chose. Et c'est normal. Ouais. Donc, mais permettre à 2 jeunes tous les 3 ans d'intégrer la formation professionnelle, c'était une des actions aussi qui était important à mener. C'est une goutte d'eau quoi, dans l'océan, mais bon, ça vaut le coup. Il y a une autre question? 2. Je ne sais pas si je vais être très claire. Vous parliez de spiritualité. Est-ce qu'il y a une perte des traditions qui, peut-être, la tradition participerait de forger sa spiritualité? Et est-ce que Internet chamboulerait pas aussi aujourd'hui les valeurs des jeunes Africains, mais pas que, du coup? Voilà. Ouais, je pense que vos questions ont leur réponse dans les questions. La dernière question, bien évidemment, c'est un formidable outil, mais en même temps tellement ouvert, virtuel, ouvert, qu'il y a tout dedans et il faut savoir serrer et tout. C'est là où le travail d'accompagnement est important. Les deux sont liés. Il faut accompagner. En même temps, c'est bien parce qu'il y a des valeurs. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Dans cet outil, si on sait l'utiliser, aujourd'hui, on peut se cultiver avec cet outil-là. On peut aller voir des choses, mais il faut savoir l'utiliser. Et en cela, donc, il faut cadrer, il faut accompagner, il faut dire aux jeunes de ne pas oublier, en tout cas les nôtres, de ne pas oublier d'où ils viennent. Et c'est pour ça que au Récréatral, le programme Élan, ce qu'on appelle Élan, la formation sur les 4 ans des jeunes qui viennent d'Afrique sur appel à candidature, qu'on suit une vingtaine, on suit pendant 4 ans. C'est pas seulement la formation technique qui est importante pour nous. Elle n'est pas compliquée techniquement de former quelqu'un en si peu de temps, tu lui donnes les outils. Et le tout, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui est immatériel et qui nous construise. En fait, là, quand on parle de la culture, bon, on voit l'expression culturelle. Et souvent, je dis non, ce n'est pas seulement le théâtre que je fais, un film que tu as vu, oui, c'est des outils.
Mais quand on parle de la culture, fondamentalement, dans la tradition, nous, quand on parle de culture, c'est tout ce qui fait de nous un être humain qui marche et qu'on voit et qu'on peut te définir par ta façon de tenir ton corps, par ta façon de prendre la parole, parler à l'autre, ton rapport au monde, ton rapport à la nature, aux choses, le respect des choses. C'est tout ça, la culture. Et donc, et ça, c'est tellement immatériel, tellement ringard. Aujourd'hui, on dit, oh, c'est ringard, ça. Alors que c'est ça qui nous fait. Et donc, tout le travail, les deux sont liés. Et donc, pour moi, oui, bien sûr, que nous sommes en ville et que la ville a quelque chose aussi de nous perdre. Et donc, on perd, bien sûr, on perd ça, la spiritualité, toutes ces valeurs-là. Et donc, tout le travail aussi au théâtre, c'est ça. C'est comme elle dit, si j'adore cette expression, c'est des fabriques d'humanité. Donc, qui dit fabrique d'humanité dit donner tout le sens de nous en tant qu'humains et tout. Voilà. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est à vous la parole, je laisse comme ça. Ouais. Alors, moi, je tiens déjà à vous féliciter pour votre parcours et vos implications dans les actions au Burkina Faso. Mais je voudrais vous adresser deux questions pour savoir, aujourd'hui, avec votre statut, est-ce que vous avez eu à faire des propositions à l'État burkinabé, même si je sais qu'il y a eu des hauts et des bas, mais est-ce qu'avec le ministère de la Culture, vous avez eu déjà eu des collaborations et quelle est l'implication de l'État dans tout ce que vous faites aujourd'hui au Burkina Faso en matière de la culture? La question, je voudrais avoir vos réponses. Oui. Qui veut commencer? Oui, c'est vrai que les institutions de l'État, moi qui ai la chance de vivre des expériences, parce que j'ai ma compagnie Mouvement Perpétuel qui est basée à Montpellier, où je suis conventionné par la DRAC, subventionné par la ville de Montpellier, et où j'ai pu construire une fidélité avec des scènes nationales, des théâtres où je joue mes spectacles. Et voilà, ça c'est clair. Mais chez nous, tu as aussi ministère de la Culture, tu as un beau programme, ils ont des beaux programmes comment ils appellent ça déjà, de politiques culturelles qui sont bien élaborées, voilà, donc ils s'appuient sur de beaux cabinets qui fassent de beaux projets, mais le contenu il est vide. C'est-à-dire, c'est pas mis en pratique. Et c'est où le problème, le bas blesse, en fait. Et un centre chorégraphique, on l'a fait par l'appui des partenaires, hein, cette solidarité dont nous parlons, internationale, qui nous a permis vraiment de réaliser ce projet. Et jusqu'à présent, on attend toujours le soutien de l'État véritablement pour nous accompagner dans les actions que nous pouvons mettre en place, la formation, voilà. Et on attend toujours, en fait. On attend toujours. Depuis la création du centre chorégraphique 2006, de 2006 à aujourd'hui, j'ai compté 14 ministres de la Culture. Il y en a qui sont restés 3 mois, il y en a qui sont restés 1 an, et quand ils arrivent, le temps de prendre contact avec eux pour parler du CDC, ce qu'on fait, comment vous pouvez nous accompagner, paf, et partent. Voilà, là-bas, les hommes sont solides, mais les institutions sont faibles, quoi. C'est ça le problème, en fait. Donc, on n'arrive pas voilà, donc, et nous, on arrive à porter des projets parce que vraiment, on est engagé, c'est nos rêves, on est engagé, et on a vu aussi que les jeunes que nous formons aient cet engagement-là, ce rêve-là d'être là, de ne pas se décourager malgré qu'il n'y a pas de moyens, de continuer à tisser des liens avec des partenaires et puis continuer à travailler. Donc, voilà, c'est pas facile, mais
nos rêves, nos ambitions nous fait tenir. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je crois, dans le monde entier, la politique est vraiment la chose nuisible. Ça nuit. On a fait des états généraux de la culture au Burkina, pas une fois, sous Mahmoudou et sous, je ne sais plus quel autre ministre. Les artistes sont partis, ils nous appellent, hein, ont participé à ça. Et on participe souvent à l'élaboration de certains programmes. Mais après, il n'y a rien. Rien ne se passe parce qu'il y a toute une politique derrière. Soit c'est le parti politique, parce que le ministre fait partie de ce parti-là, soit c'est des ambitions politiques inavouées et les choses sont pas traduites. Voilà. Et sinon, on participe, hein, et ils nous sollicitent. Voilà. Non, parce que en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie de l'attractivité aussi du territoire. Enfin, je veux dire, le nombre de professionnels qui viennent sur Dialogue de Corps, enfin, quand je dis professionnels, c'est pas uniquement français, c'est vraiment internationaux ou sur les récréatrales. Ce sont vraiment des manifestations sur l'échiquier des grands acteurs culturels internationaux. Mais effectivement, on est dans une temporalité un peu délicate. Alors, effectivement, vous faites quand même la fierté de votre pays. Mais ça nourrit pas forcément les actions. Mais effectivement, le Centre de développement chorégraphique, ici, c'est un label national, il est financé. Et c'est pour ça que je disais aussi cet engagement. Voilà, Salia, s'il n'avait pas toutes ces dates en Europe ou à travers le monde, il ne pourrait pas maintenir son activité. Donc c'est effectivement un point d'équilibre. Donc c'est comment est-ce qu'on fait quand il y a cette absence de politique publique. Je le redis, hein, ce n'est pas propre uniquement au Burkina. Enfin, l'exception culturelle française en est vraiment une des politiques publiques. Et on l'a vu encore avec la crise du Covid. Les artistes et les structures ont pu être accompagnés, alors que dans beaucoup d'autres pays, même à l'échelle européenne, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est comment, effectivement, il y a des nouveaux modèles. Donc après, il y a des financements européens, mais avec des dossiers effectivement fastidieux, des représentations étrangères. Effectivement, c'est un parcours du combattant pour aller chercher les fondations, pour aller chercher, pour aller chercher des financements autres qui fragilisent malgré tout en fait les choses, mais en soi. Et j'espère que vous aurez l'occasion un jour d'aller découvrir, que ce soit les récréatrales ou la termitière, mais de voir en fait le travail effectivement de création, de formation, et de montrer aussi que la culture est vecteur d'emploi économique. Ça, c'est quelque chose d'assez vertueux, mais comme on est sur des désirs lumineux, on va croire que dans un temps proche, on y arrivera, enfin vous y arriverez, évidemment à mettre la culture en fait à l'endroit où ça doit être. On va bientôt terminer la séquence. Je vais donner la parole de la fin à Odile Sankara qui va nous partager en fait un extrait justement de Terre Sainte, le texte qu'on évoquait tout à l'heure. Je vais te laisser aussi la parole. Je voulais remercier rapidement aussi Anouk et Marion pour leur aide sur cette table ronde. Claire, Mazur, Bruno Lobé, le festival Faroé et évidemment Sciences Po qui nous accueille gentiment pour cette table ronde. Alors, je donne aussi la parole à Salia. Non, dans ce festival, je présente deux pièces. C'est rare, voilà, il faut le souligner. Hein, l'équipe du manège, vraiment merci pour cette invitation. 2 pièces, on a joué Clameur des arènes dont je vous ai parlé. Et toujours dans cette veine d'aller explorer les sports de combat. Donc la prochaine pièce que nous répétons en ce moment aura lieu le 11 et le 12. Le 11 c'est à 21h et puis le 12 c'est à 15h. Et ce spectacle lie la boxe à la danse. J'ai été à Kinshasa il y a 3 ans pour un atelier et je me suis intéressé à ce moment combat du siècle, comme ça a été nommé, entre Mohamed Ali et George Foreman. Et voilà, donc j'essaie de reconvoquer ce projet, ce spectacle dans ce combat, dans ce spectacle, dans ce projet. Au lieu que ça soit des
des hommes qui vont faire le combat. Ça va être deux femmes. Marlène, qui est vice-championne de France de boxe, et puis Fatou Traoré, qui est danseuse. Donc, c'est eux qui vont mener le combat de la boxe. Voilà. Donc, c'est un spectacle aussi qui lie des amateurs qui participent. Je vois que dans la salle, il y a quelques-unes qui participent à ce spectacle en tant que figurantes et en tant qu'amateurs. Parce que c'est ça aussi le projet, partager ce moment de spectacle avec un large public. Donc, il y aura des amateurs dans le spectacle comme figurants qui vont aussi amener entre ce qui se passe sur les rings, le vrai ring qui est installé au cirque, et le public qui va être là. Voilà. Et en plus, vous avez une exclusivité, parce que c'est la première fois qu'il va le jouer en salle, parce que généralement, c'était toujours en extérieur. Donc, ça sera au Manège, le 11 à 21h et le 12 à 15h. Et que mon règne vienne, que mon règne arrive. C'est ça, c'est... Et que mon règne arrive, pardon, ça joue le 8 février à 19h à la Comédie et le 9 à 19h aussi à la Comédie. Donc on vous encourage vraiment à aller découvrir ces pièces. Et voilà, Odile, on te laisse conclure cette rencontre. Merci infiniment. Voilà, c'est extrait de Terre Sainte, c'est une figure de femme. Dans Terre Sainte, c'est sur l'extrémisme violent, et il y a deux figures de femmes qui tiennent le roman, il est épais comme ça, mais ces deux femmes, je vais simplement vous le lire. Je fais ma comédienne, mais je vous le lis. Je suis heureuse de pouvoir vous écrire. On m'a enlevé mon plâtre hier. J'ai une sensation étrange, comme si mon bras ne m'appartenait plus, comme s'il ne faisait plus partie de mon corps. Depuis que je suis revenue, mon mari m'évite, il m'ignore. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a honte de ce qu'il a fait ou si c'est parce qu'il me méprise comme avant. J'essaie de me convaincre qu'il a honte. J'essaie de me persuader que son orgueil l'empêche de venir vers moi et de s'excuser. J'espère qu'au fond de lui, un malaise le ronge comme de l'acide. Cet espoir me remplit de joie. La nuit, avant de m'endormir, je jette sur l'obscurité de ma chambre le regard dur que j'aimerais lui jeter. Je rêve qu'il m'embrasse les pieds. Je rêve de le voir faible et qu'il ne soit plus qu'un être de regret, mais rien de tout ça ne se passe. Mon mari est un ami de la fraternité. Il croit qu'elle est destinée à régner éternellement. Tous les régimes qui ont tué des hommes sont morts parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient continuer à tuer impunément. Tous sont morts de présomption. La fraternité ne peut pas y échapper. C'est la punition de Dieu. C'est quand ils se croiront plus forts qu'ils tomberont dans la poussière. Vous avez entendu parler à Caleb de ce journal clandestin opposé à la fraternité? Il a été publié chez vous aussi? Je ne l'ai pas eu entre les mains, car je ne sors pas. C'est une de mes voisines qui m'en a parlé. Ma voisine, une vieille femme musulmane superstitieuse, croit que c'est l'œuvre d'un mauvais génie qui voudrait faire vaciller la foi des habitants. Je ne crois plus au mauvais génie, mais je crois en Dieu et en ses miracles. Les miracles qui arrivent toujours par l'homme. Si ce journal est un miracle, c'est un miracle humain. Je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit, je ne l'ai pas lu et je ne le lirai pas. Ça ne m'intéresse pas, j'en ai assez.
La ville est devenue un enfer de peur et un nuage de dénonciation est au-dessus d'elle. S'il se transforme en pluie, ce sera terrible. On se dénoncera forcément pour de l'argent, on se dénoncera forcément pour se venger, on se dénoncera parce qu'on soupçonne. La ville sera grise et morte de peur. La méfiance y écrasera les hommes et détruira les anciennes alliances. On ne s'aimera plus. Un Dieu terrible sera au-dessus de tout ça et regardera les hommes s'entretuer et se trahir en son nom. Il peut apporter la confusion pour le meilleur et pour le pire, mais ce sera aux hommes, comme toujours, de décider. La fraternité ou la solitude. Personne ne sait ce que ce peuple va choisir. Il y a quelques semaines, il était derrière la fraternité. Mais y était-il par conviction ou par peur? Je ne sais pas. Et je ne peux pas le savoir. Car ce peuple est fait de destinées uniques. Mon mari, par exemple, est islamiste par conviction, je le sais. Mais je sais aussi que ma voisine qui m'a parlé de tout ça est islamiste par peur. Ils font pourtant partie du peuple. Ils sont le peuple. Le peuple est en eux. Alors je ne dirai rien du peuple, car il n'est pas un. Je préfère parler des hommes, de chaque homme. L'avenir dépendra de ce que chaque homme fera de sa conscience et de sa responsabilité, de sa liberté. Tout dépendra de comment chaque homme voit son voisin. Si chaque homme cède à la peur, la fraternité gagnera. Et ceux qui auront écrit ce journal l'auront fait en vain. Pour que ce journal serve, il faut que les hommes n'aient plus peur. Hein? C'est beaucoup demandé. La peur, c'est notre lot. Je crois, Aïssata, qu'une période décisive arrive. Je n'en ferai pas partie, je ne participerai à rien. Mais j'espère assister au retour de l'amour. C'est la seule chose à espérer. Si l'on peut encore se permettre d'espérer. Prenez soin de vous. Merci et bonne soirée.